Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. La petite secrétaire. Nous sommes dans le présent, dans le monde de l'entreprise. Monsieur Furia gare comme chaque jour sa Mercedes dans le hangar attenant à la grande propriété dont son épouse a hérité d'un grand-oncle, mort fort opportunément sans descendance directe. Il s'arrête un instant pour respirer la demeure. Que de chemin parcouru depuis ce prestigieux diplôme qui devait lui ouvrir les portes de la reconnaissance. Certes, il lui a permis de contracter un excellent mariage, mais ensuite, bataille, souffrance, humiliation dans l'espoir qu'un milieu composé de bien-nés accepte de le considérer comme l'un des siens. Les études ne sont rien, pense-t-il souvent, à côté de ces épreuves. Ces épreuves lui rappellent ses cours de gymnastique qui ont torturé 6 ans durant celui qu'aujourd'hui le personnel du groupe appelle le président Furia. Il est président, directeur général d'Omoyoy. Les sourires entendus qui parsèment les réceptions familiales ressemblent étrangement aux moqueries de ses condisciples, écroulés de rire de le voir chanceler sur la poutre. Et ce professeur qui, à chaque chute, répétait inlassablement « C'est pas grave, tu recommences ». Son épouse aussi annonce cette phrase « C'est pas grave » lorsqu'il lui parle de ses problèmes d'amour-propre. Comment dès lors s'étonner de son dégoût pour l'ironie et la moquerie? Tout le monde sait dans son groupe que le plus petit éclat de rire lui semble suspect. Cet après-midi même, un incident a fait remonter à la surface ses souffrances qu'il voudrait définitivement enfouir. Au cours de gymnastique, il ne pouvait rien dire. Face à sa belle famille, il doit se taire, mais dans son groupe, il est le maître et une dénommée Chaumont va l'apprendre à ses dépens. D'ailleurs, son sort sera scellé dès demain matin. Il le serait déjà s'il n'estimait devoir prévenir son épouse, par correction. Signe de tempête, il tend son manteau à son majordome, sans un mot, sans un regard. Toujours grognon, il entre dans le salon où son épouse reçoit à dîner. Durant tout le repas, il ne pipe mot et articule un au revoir d'indifférence lorsque les invités quittent la maisonnée. Elle a évidemment remarqué sa mauvaise humeur, mais décide de ne pas le questionner. Quand il est dans cet état, il vaut mieux le laisser se calmer. Dès qu'ils sont seuls, elle prétexte un mal de tête et se dirige vers son lit, se réjouissant de l'idée qu'elle a eue quelques années plus tôt de faire chambre à part. Il va dans la sienne et dort très mal. Le lendemain, alors que la cuisinière leur sert le petit déjeuner, il est toujours maussade. La maîtresse de maison se dit qu'il va encore falloir parler. Elle attend que la domestique quitte la pièce et lui demande « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?» Furia pousse un soupir de soulagement. Enfin, elle a remarqué quelque chose. Gravement, il délaisse son repas et ôte ses lunettes. « Nous devons nous séparer de Madame Chaumont, dit-il sans la regarder. « Pourquoi ? Elle m'a manqué de respect. De plus, je sais qu'elle se moque de moi dans mon dos. Il sera facile de la remplacer. » Elle, oui. Son carnet d'adresse, non. Elle parle lentement, comme à son habitude. Essaye calmement de lui expliquer que quelqu'un détenteur d'un tel carnet d'adresse peut facilement retrouver une place et servir la concurrence. Rien à faire. Ses arguments sont vains. Il torture ses lunettes et se bute. Plus elle argumente, plus il torture ses lunettes, plus il se bute. Finalement, n'y pouvant plus, elle le fixe et conclut « Jérôme, je suis désolé, c'est non. » Il gonfle ses joues, masquant un instant les os de ses pommettes, remet ses lunettes et mâche son croissant sans regarder sa femme. Elle s'en veut de lui faire sentir une fois de plus qu'elle tient les cordons de la bourse et qu'il n'est PDG que pour les employés du groupe. Mais a-t-elle vraiment le choix? Pour le réconforter, elle lui vante ses qualités de manager, qualité indiscutable, à l'exception d'un seul défaut, une susceptibilité à fleur de peau qui l'amène parfois à prendre des décisions trop hâtives. Son devoir d'épouse et d'actionnaire n'est-il pas de le protéger contre lui-même? C'est pour cela que nous formons un couple qui réussit, ajoute-t-elle avant que le silence ne termine leur petit déjeuner. Aujourd'hui,
Sophie porte des bas noirs qui mettent en évidence ses longues jambes. Elle a remarqué que son collègue, l'accompagnant sur le chemin du travail, n'est pas insensible à cette tenue. Elle adore troubler les hommes qui possèdent la réputation d'être fidèles, et songe, rêveuse, qu'il ne le restera que pour l'unique raison qu'il ne lui plaît pas. Elle a accepté de faire le chemin tous les jours avec lui parce qu'elle adore l'observer. Se doute-t-il, ce cadre commercial, que la petite secrétaire au bas noir et à la conversation faussement banale examine quotidiennement son comportement dans les moindres détails? Elle aime analyser les gens et décrypter les masques qu'il s'estime devoir prendre. Ce supérieur hiérarchique qui croit lui faire un honneur en la traitant comme une égale constitue un sujet d'étude passionnant. Dans le train puis dans le métro, il rit, parle à haute voix, plaisante. Puis tout à coup, lorsqu'il tourne l'angle de cette rue dont le seul crime est de comporter la boîte qui les emploie, il se contracte, ses traits se figent, ses lèvres se ferment et ses yeux observent tout le monde. Surtout ne pas manquer de saluer le président Furia si on le croise. Comme tous les employés d'Omoyoy, à l'exception de Sophie, il craint les caprices de cet homme capable de vous virer parce que vous avez oublié de lui tenir la porte. Et comme tous les employés d'Omoyoy, il a tenté de faire partager son angoisse à la belle secrétaire. Vainement. On a eu beau la prévenir, ce danger l'excite. Depuis 3 ans, elle a intégré ce groupe. Et elle s'y plaît toujours autant. Finalement, trouver un boulot en cette période de crise a été beaucoup plus facile que prévu. Belle réponse à tous ceux qui lui avaient prédit qu'hors diplôme universitaire, point de salut. Et son père, qui ce week-end encore, essaie de lui expliquer que les diplômés tremblaient moins facilement que les autres. Il devrait faire le chemin avec eux pour observer l'angoisse modifier le visage d'un diplômé d'HEC. Son expérience professionnelle lui aura appris une chose, les universitaires tremblent comme tout le monde. Seulement, ils ont appris à dissimuler. Elle-même ignorerait l'anxiété de son collègue sans ce changement d'attitude quotidien. Pauvre homme, que toute la boîte croit austère et réservé alors qu'il aime la vie. La peur n'est pas une question de diplôme mais de tempérament. La preuve, elle ne tremble pas. Or, elle a arrêté ses études après le bac. Pas par fainéantise, mais parce que la pesanteur et l'aspect théorique des leçons l'ennuyaient. Instinctivement, elle sentait qu'elle s'épanouirait mieux dans le concret de la vie professionnelle. Ce sentiment s'est révélé exact. Depuis peu, elle croit avoir découvert comment Furia, sans jamais élever la voix, réussit à angoisser tout son personnel. Il ne donne jamais la raison pour laquelle il se sépare d'un cher collaborateur. À chaque licenciement, tout le monde se demande pourquoi et se perd en suppositions. Mais qu'a-t-il bien pu faire de mal, murmure-t-on dans les couloirs? Tout est calculé. Furia le sait, la vraie terreur surgit lorsque les possibles victimes ignorent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Seulement, Sophie n'a pas peur. Le savoir la rend heureuse. D'ailleurs, que risque-t-elle? Si on ne veut plus de ses services, elle ira ailleurs. Genre de phrase que ne supporte pas son père, qui aime lui reprocher son insouciance. Pauvre papa qui se croit responsable de sa désinvolture. Le brave homme sait qu'en ne la punissant jamais, il n'a pas inséré l'angoisse dans son cœur. Cette angoisse salutaire qui permet de survivre au sein du monde de l'entreprise. Qu'importe. Ce ne sont que des craintes de vieux. Bien sûr, on lui a souvent fait remarquer, il est facile de penser ainsi lorsque l'on n'a ni enfant ni dette. Mais puisque tel est son cas, elle aurait tort de ne pas en profiter. Une fois pour toutes, elle a décidé d'être heureuse. Elle s'amuse, sort, et dès qu'un garçon lui plaît, elle le drague, en profite et le conserve, tant qu'il est performant. N'ayant pas encore trouvé l'homme de sa vie, elle multiplie les aventures. Lorsqu'elle trouvera l'âme sœur, elle s'est jurée de lui rester fidèle. En attendant, mieux vaut avoir des souvenirs que des regrets. Et lorsque, pour la calmer, on lui prédit que son bonheur actuel ne durera pas éternellement, elle comprend qu'on lui conseille d'en profiter davantage. Voilà pourquoi elle continuera à aller au boulot dans une totale insouciance, que M. Furia licencie ou pas. Dans son bureau, M. le Président Furia essaie de digérer son petit déjeuner. Mais le petit déjeuner ne passe pas. Heureusement, il possède une petite installation capable de le distraire de ses idées noires. Il ouvre son tiroir, en sort des écouteurs qu'il pose sur sa table de travail, se lève, informe son assistante qu'il va dormir un peu et ferme sa porte à clé. Il revient s'asseoir, enlève ses lunettes, ferme les yeux, met les écouteurs et grâce au micro dissimulé dans tous les faux plafonds de son entreprise, commence à se promener dans les bureaux. Cet équipement lui permet de surprendre toutes les conversations et de connaître parfaitement ses employés.
Cerise sur le gâteau, sa femme aussi en ignore l'existence. Plus d'une fois, ce dispositif lui permit de prouver sa perspicacité à son épouse. Entre deux zappings, il laisse ses doigts caresser le bouton de cette machine qui lui permet d'avoir la connaissance et d'être le plus fort. Il tombe sur Sophie, en grande conversation. Il l'écoute, intéressé. De toutes les discussions, celles auxquelles Sophie participe sont de loin les plus plaisantes. En effet, le bruit court dans son groupe qu'il y a des micros, et son personnel a pris l'habitude de pratiquer la langue de bois. Tous, sauf cette jeune femme qui, n'y croyant pas, parle comme si son interlocuteur était le seul témoin de ses paroles. Cette insouciance étant contagieuse, les collègues ont tendance à devenir un peu plus bavards lorsqu'ils conversent avec elle. Tout à coup, M. le Président Furia sourit. On parle de lui, et il entend tout. Soudain, il plisse les yeux. Des mots le décrivent, et un éclat de rire lui déplaît souverainement. Pauvre chou! Sophie, qui a passé une nuit de rêve dans les bras d'un homme adorable, raconte à sa copine qu'elle est entrée dans la boîte en chantonnant. Dans le hall d'entrée, une voix craintive lui a murmuré « Fais gaffe, paraît qu'il a de mauvais poils. »« Oh, le pauvre chou !» a-t-elle répondu. Alors qu'elle disait ces mots, elle entendit le père Furia passer dans son dos. Elle s'est retournée, lui a dit en souriant « Bonjour, monsieur !» Il est passé sans lui répondre, sans même la voir. La copine acquiesce silencieusement, comme chaque fois que l'on parle du président. Nullement découragée par un mutisme auquel elle est habituée, Sophie continue son monologue. Chez lui, on ne peut pas dire que la mauvaise humeur soit discrète. Je plains sa gonzesse. Déjà qu'elle ne doit pas se marrer physiquement, si en plus elle doit supporter ses états d'âme. Et si on faisait comme ça, nous? Après tout, nous aussi, on a le droit d'être de mauvais poils. Elle pose un soupir et tend les bras, bâille bruyamment et conclut « Arrête de faire cette tête dès qu'on parle de lui. Vous avez tort de vivre au gré des humeurs de ce mal baisé, surtout qu'il ne l'est peut-être pas du tout. » Cette plaisanterie met sa collègue au bord de l'évanouissement. Sophie essaie de lui expliquer pour la 100e fois que les micros relèvent de la parano et ajoute « Vous avez tort de trembler comme ça. Le seul réel pouvoir de ce type est le stress qu'il vous inspire. » « Tu ne crains pas qu'il t'ait entendu quand tu l'as traité de pauvre chou ?» demande la collègue d'une voix où Furia croit discerner un peu d'ironie. « J'y ai pensé à vous, Sophie, mais il m'aurait déjà viré. » L'autre acquiesce. Comme à son habitude, Sophie se lance alors dans son développement favori. Être salarié consiste à travailler certaines heures et non pas à vivre dans une angoisse permanente. On n'est pas assez payé pour ça, conclut-elle. Sa collègue est très mal à l'aise. Outre la possibilité des écoutes, elles peuvent être surprises. Mais il est inutile de lui demander de se méfier. Le mieux est de détourner la conversation. « Alors, comment c'était la nuit ?» demande-t-elle. « Divin. Raconte. » Elle raconte sa nuit de rêve. Aucun détail n'échappe à la collègue qui se demande ce que le PDG doit penser, s'ils sont sur écoute, de ces descriptions. Sophie prend un malin plaisir à choquer sa copine. Le président Furia est tout ouïe. Décidément, les femmes sont pires que les mecs quand elles décrivent leurs équipées nocturnes. En tout cas, lui ne se serait jamais permis de tels propos. Peut-être une question de milieu ou de choses à raconter. Il a souri lorsqu'elle se mit à expliquer qu'elle croyait ne pas avoir été entendue lorsqu'elle avait dit « pauvre chou ». En effet, il n'avait pas entendu. Mais maintenant, je le sais, murmure-t-il satisfait. Puis il sourit plus amèrement. Pauvre chou. Finalement, c'est exactement ce qu'il est. Président pour tout, sauf pour les grandes décisions. Il soupire et ferme les yeux afin de bien se concentrer sur son écoute. Son bureau fermé, sa secrétaire ayant établi un barrage téléphonique infranchissable, il peut méditer sur sa condition. Marier une femme riche et belle, mais condamnée à la mendicité et à la masturbation. Et pendant qu'il pense, cette fille raconte sa nuit. A-t-elle seulement demandé à son bel et faible la permission de décrire ses performances? Bien sûr que non. Comme son épouse, elle profite pleinement de son pouvoir. Il est simplement plus petit. Normalement, la peur d'être entendue gâcherait la journée de n'importe quel employé de son groupe. Elle s'en fout complètement. Au contraire, elle se moque de lui. C'est elle qui l'écoute? Mais bien sûr qu'elle le sait. Elle doit même en éprouver un vif plaisir. Elle se permet de mépriser le fait qu'il soit le maître du lieu. Un mot de sa part et elle est à la porte. Elle le sait et elle s'en fout. Il en arrive à se demander ce qu'il déteste le plus, qu'elle le méprise ou qu'elle ose le lui signifier. À un moment, il prend la décision de la virer. Puis, il réfléchit. Après tout, elle est jeune. Ce n'est jamais qu'une gamine, qu'une idiote. Pourquoi s'abaisser? Il ouvre les yeux et distingue un reflet rouge. Il met ses lunettes et voit la lumière rouge éclairer silencieusement sur le haut de la porte. Quelqu'un le demande. Il cache son matériel, puis interroge sur interphone son assistante. Chaumont aimerait une entrevue.
Elle entre, sûre d'elle, lui parle non pas comme un PDG, mais comme un pauvre chou. Sa femme a raison. Son carnet d'adresse la renforce. Il enlève ses lunettes et l'écoute exposer ses idées. Il lui dit qu'il va réfléchir. Seulement, elle veut une réponse immédiate. Considérez que c'est oui, finit-il par lâcher, fixant son binocle. Elle sort sans dire au revoir. Elle non plus n'a pas peur. Il repense à Sophie, qui va peut-être acquérir de plus en plus d'importance pour finir par devenir une nouvelle Chaumont. Il pousse son bouton et parle à l'interphone. « Allez me chercher, mademoiselle Duhay. » Il a interdit à son assistante de convoquer le personnel par téléphone. Chaque fois, elle doit s'y rendre à pied. Et le président Furia assiste à la convocation en direct. Sophie a pris beaucoup de plaisir à raconter sa nuit. Mais maintenant, il est temps de se mettre au boulot. Et il ne manque pas. Depuis que la boîte a réussi à gagner le label de qualité ISO 9001, la paperasse a été multipliée par 10. Elle étend les bras, prend une liasse de feuilles, allume son micro et commence à taper. Son assistante sortie, M. le Président Furia, reprend son écoute. Son rictus est très dur, il va sévir. Le silence est installé dans le bureau de Sophie. Sentirait-elle le danger? Un éclat de rire, particulièrement déplaisant, l'informe que non. Sa collègue lui demande la raison de cette gaieté. Et la future victime de raconter une blague qu'un de ses amis fonctionnaires lui a transmise sur son mail. Plaisanterie que M. Furia juge idiote. Décidément, les gens simples ont des réactions bien mystérieuses pour un homme surdiplômé. Il se demande si elle va à nouveau papoter ou si elles vont enfin se mettre au travail. Il entend une voix qu'il n'arrive pas à reconnaître. « Attention, là la vipère !» Il sourit au surnom de son assistante. Quelques secondes plus tard, la voix de la vipère retentit. « Monsieur le président Furia veut vous voir. » Il entend son assistante sortir du bureau et s'éloigner vers la cafette. Comme chaque fois qu'elle pressent un orage, elle s'éloigne. Il a beau savoir que Sophie ne le craint pas, Monsieur le président s'étonne tout de même de l'entendre dire « Il veut peut-être me dire bonjour. » Il caresse son appareil, écoute les battements de son cœur et regrette ce clignement d'œil qu'il ne peut empêcher lorsque l'émotion gagne. Il doit se rendre à l'évidence. La personne qui a peur, c'est lui. Il entend frapper à la porte, éteint son appareil, referme son tiroir et dit presque timidement « Entrez ». Il ôte ses lunettes, fixe un dossier. Elle entre. Il se rend compte que le dossier est fermé, que c'est ridicule. Il l'ouvre, fait semblant de s'y plonger alors qu'elle lui dit bonjour. La situation se prolonge et devient grotesque. Elle doit sûrement se demander comment je m'y prends pour lire sans lunettes, pense-t-il avant de murmurer tel un enfant avouant une faute. Vous ne vous émancipez pas chez nous. Pardon, vous ne vous émancipez pas chez nous. Elle lui jure qu'elle se plaît beaucoup et le remercie de son intérêt. Vous vous plaisez peut-être, mais vous ne vous émancipez pas, affirme-t-il en se promettant de ne jamais consulter ce dossier. Et vous, vous émancipez? Enfin, il la regarde, muet. Il la connaît pour avoir longuement écouté, mais c'est la première fois qu'il se retrouve seul, face à face. Elle est grande, plutôt bien bâtie. Il l'imagine un instant en porte-jartel noir et constate qu'elle se mordit les lèvres. Il l'imite. Il distingue un timide sourire sur son visage. Pour une fois, il ne s'en vexe pas. Aucune moquerie sur ce faciès, juste un peu de timidité. Elle est plus fière quand elle parle fesse à sa collègue, pense-t-il. Il aurait envie de la plaindre. En la regardant, il se revoit sur la poutre. Lui aussi se mordillait les lèvres devant la crainte de tomber. Sa faiblesse la rend mignonne. Il n'a plus peur et remet ses lunettes. Dans des circonstances différentes, il aurait peut-être fréquenté cette fille. Au fait, accepterait-elle une invitation à déjeuner? Plus que probablement. Il l'a assez peu farouche. Un connaisseur du genre humain, il devine sous cette désinvolture apparente une immense ambition qui ne demande qu'à s'épanouir. L'idée lui vient de tenter sa chance. Mais c'est risqué. Sa femme a toujours été claire. Le bordel, oui, les maîtresses, non. S'il a une aventure et que grâce à l'argent, il parvient à ce que sa légitime ne soit pas au courant, que fera cette jeune ambitieuse? Comme pour les autres, elle racontera ses prouesses partout et à tout le monde. Et tout le monde connaîtra ses capacités sexuelles. Il le sait, il est nul au lit. De plus, il perd ses moyens chaque fois que son regard croise celui de sa partenaire. Sa femme a fini par s'en apercevoir avant de s'en faire une raison, puis chambre à part. La belle acceptera-t-elle cette contrainte qu'il n'a jamais osé avouer qu'à des professionnels? Certainement pas. Toute la boîte sera au courant. Il redeviendra la risée de tous alors qu'il a enfin réussi à ce qu'on le respecte. Tout perdre pour cette grande sauterelle? Tout à coup, la taille de la jeune fille lui apparaît immense. Il prend la décision de ne plus jamais fréquenter que des petites professionnelles.
Il enlève ses lunettes et cesse de regarder celle qui attend patiemment qu'il réagisse. Vous irez, dit-il, chez la comptable. Elle vous donnera votre solde de tout compte. Mais pourquoi? Je vous l'ai dit. Pourquoi devrait-il se justifier? C'est sa boîte. Il agit comme il l'entend. Décidément, il est exact que le petit personnel se croit chez lui alors qu'il n'est qu'employé. Ces gens ont perdu toute capacité à rester à leur place. Donnez-moi votre plaque. Tremblante, elle enlève la plaque indiquant son nom, sa fonction, son département et lui permettant d'entrer dans l'entreprise sans devoir présenter sa carte d'identité. Il la prend, la déchire en forçant le plastique qui la protège et la jette à la poubelle. Elle sort, sans dire au revoir. Aucune classe, pense-t-il. Elle n'est décidément pas faite pour travailler ici. Elle n'a pas l'esprit homoyoï. N'importe quel PDG digne de ce nom la virerait. Sophie sort de chez la comptable en retenant ses larmes, humiliée d'être victime de l'injustice. On ne l'avait pas préparée à l'arbitraire. Lorsque son assistante lui explique que mademoiselle Duès a bel et bien quitté la boîte, monsieur le président Furia met ses lunettes et ajoute simplement « à oublier le plus vite possible ». Sans un mot d'explication à une assistante demeurée perplexe, il s'empare d'un dossier qu'il consulte gravement. Ce soir, son épouse lui dira taquine « Alors, vous êtes encore défoulé sur une petite secrétaire ?» Et il repassera une mauvaise nuit.